Alors, je vais de 2015. Donc, c'est un FEMU qui a eu lieu au mois de mai, 15-16 mai. Vous voyez bien l'image, c'est Oui, quoi? c'est bon. Alors, l'image de la page de garde montre le moment du FEMU, avec les 3 satellites qui ont servi aux mesures, plus ici vous avez le 4e qui devait être Callisto. Et c'est un extrait de la séquence vidéo qui a été prise à ce moment-là. Alors, donc je vais vous présenter. Sur ma présentation, je vais aborder différents sujets. Je vais zapper l'intérêt de la campagne FEMU parce que ça a déjà été fait par les professionnels. Ensuite, un aspect important à mon avis, c'est la préparation d'observation avant de se lancer, le matériel que j'ai utilisé et la configuration, le déroulement et le dépouillement de la séquence. Voilà. Alors, donc j'ai choisi le FEMU dans la liste qui a été montrée tout à l'heure par Jocelyn, je crois. Et surtout, je vais vous montrer le... Voilà, j'ai utilisé pour préparer l'observation le logiciel Jupiter 2, qui est à peu près équivalent, enfin, qui est un peu équivalent à ce qui se passe sur la page multisat de l'IMCCE. C'est-à-dire que ça montre la configuration globale des satellites par rapport à Jupiter au moment du FEMU. Alors, c'est un logiciel qui a été fait par un amateur, mais qui a l'air assez exact, parce que je n'ai pas trouvé dans les différents FEMU préparés avec, je n'ai pas trouvé d'écart par rapport à ce qui s'est passé réellement, quoi. Et aussi par rapport aux prévisions publiées par l'IMCCE. Donc, un intérêt, c'est de montrer comment sont disposés les satellites les uns par rapport aux autres et par rapport à Jupiter pour donner leur distance relative donc, et la taille globale du système de Jupiter pour pouvoir le loger correctement sur le capteur au moment où on fera les acquisitions. De cette façon, vous pouvez améliorer bien anticiper sur le dépouillement des données à l'issue du phénomène. Et par exemple, pouvoir cadrer le plus possible de satellites dans le champ, ça permet d'avoir davantage de références photométriques. Si au contraire les satellites sont très serrés les uns par rapport aux autres, vous pouvez allonger la focale pour mieux les distinguer les uns des autres, en pensant en particulier à la nécessité de mettre un petit cercle de mesure autour de chaque satellite pour pouvoir intégrer le fond de ciel lors du dépouillement. Donc, on voit que pour chaque observation, il y a un compromis à faire entre le rapport signal-bruit qu'on veut obtenir, l'échantillonnage spatial et la précision temporelle. Oui, j'ai oublié de préciser, enfin, je n'ai pas encore précisé que sur ma configuration, j'ai utilisé un télescope de 20 cm. Donc, c'est un Skywatcher tout à fait quelconque, ouvert à 5, donc 1 mètre de focale. Le GPS le GPS est intégré dans un boîtier VTI et il récupère les données, le flux analogique qui provient d'une caméra Wattec 120N+. Donc la caméra 120N+ a la possibilité d'intégrer les images pour améliorer un peu le signal, et elle a un contrôle manuel du gain. Ce qui est quand même très pratique pour pouvoir s'adapter aux conditions d'observation. La magnitude des satellites, si je me souviens bien, ça devait être environ 4,5 au moment des acquisitions qui étaient proches de l'opposition, si je me souviens bien. Alors, reprenons. Voilà. Alors, je reviens sur le phénomène qui a été observé. Donc, c'était Io éclipsait Europe dans la nuit du 15 au 16 mai. Donc, c'était des nuits relativement courtes. Donc, avec un début du phénomène vers 23h37 TU.
et une fin à 23h43, donc un phénomène de quelques minutes. Et donc, Io et Europe se trouvaient, je ne me trompe pas, oui c'est ça, Io et Europe, avant le phénomène, se trouvaient dans la disposition que vous avez ici, qui vient de l'image du logiciel Jupiter 2. Voilà. Donc, les 4 satellites étaient visibles, et donc ils n'étaient pas dans l'ombre de Jupiter, entre autres, ce qui fait partie des choses à vérifier. Le système était assez allongé, tous les satellites étaient du même côté, donc ils n'étaient pas au maximum de sa taille, ce qui vous donne une indication pour choisir votre configuration optique. Donc là, tout tenait sur le capteur, avec un mètre de focale. Voilà. Alors j'ai eu de la chance parce que la météo annonçait que le ciel serait complètement couvert et en fait il était complètement dégagé. En général c'est encore plutôt le contraire, mais voilà. Donc j'ai eu beaucoup de chance cette fois-là. Alors pour les recommandations sur l'observation, si je devais en donner, ce serait de mettre le GPS démarrer le GPS et mettre la configuration en place bien longtemps avant le début des phénomènes, je dirais au moins 1 heure, parce que si le GPS n'a pas utilisé depuis un moment, il risque de mettre à jour ses almanachs et de faire un petit ajustement, ou de nécessiter un petit délai avant d'acquérir correctement les satellites et de bien corréler ces émissions de PPS. Également faire quelques acquisitions avant et après pour être sûr que les satellites sont suffisamment échantillonnés et ne rien saturer à aucun moment de l'observation. En particulier si le système de Jupiter monte au-dessus de l'horizon ou s'il descend pendant la nuit, durant tout le process, pas forcément pendant l'observation. Voilà. Alors autrement, pour l'acquisition utilisée spécifiquement, c'était tout à fait possible de faire des acquisitions à 25 images secondes. Le gain était moyen. Il n'a changé à aucun moment. La correction du gamma était désactivée et la position de l'iris mis sur ouvert, même s'il ne sert pas, parce que évidemment, la commande d'iris n'est pas utilisée, hein, il n'y a pas d'iris asservi à la caméra, mais c'est pour éviter qu'il y ait des effets de traitement électronique dans la caméra. Donc une indication aussi sur la volumétrie de l'acquisition, le nombre de trames, ça faisait environ 8250 trames images pendant l'observation en question, et comme il était recommandé d'en envoyer moins de 10 000 pour le traitement, ça cadrait avec ce qui était demandé, avec la recommandation de l'observatoire. Donc oui, donc il peut aussi être intéressant de cadrer et de bien vérifier qu'on ne fait pas une fréquence trop élevée pour ne pas avoir un suréchantillonnage inexploitable après. Voilà, donc à l'issue, j'ai utilisé principalement Tangra pour la réduction des données et pour envoyer le fichier en format texte à l'observatoire. Voilà, donc pour la mesure, il faut pouvoir, sur les données qu'on envoie, sur les données qu'on a acquises, bien séparer les satellites avec les cercles de mesure. Ici, on voit les 3 cercles de mesure et plus 1 sur le 4e. Il me semble qu'à l'issue, non, je dis une bêtise, parce que quelquefois, il y a un satellite qui est rejeté pendant le traitement. Il arrive qu'un satellite soit rejeté parce que le logiciel n'arrive plus à accrocher le signal dessus. Et dans ces cas-là, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour arriver à donner des mesures correctes et à ne pas mesurer du bruit n'importe comment. Voilà, donc vous avez l'exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, c'est bon. Avance, Jean-Marie. Je vais bientôt terminer. Très bien. Donc voilà, ça c'est le traitement dans Tangra.
Vous voyez que les images sont malgré tout assez bruitées, malgré qu'il y a un bon contraste durant la nuit en question, qu'il n'y ait pas eu de perturbation par des nuages. Vous avez là les 3 courbes et on a bien la baisse de flux sur Europe, mesurée sur Europe. Et on comprend bien que le bruit, voilà, peut être Le bruit peut être... gênant, mais on arrive à sortir une courbe très facilement. Là, pour Nikolai, et on voit que le bruit pourrait être même plus important. Oui, il y a des mesures qui étaient bien pires que celle-là. Voilà, donc ça c'est la fin. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Oui, ça c'est la courbe avec les 4 satellites, pardon. Parce que j'ai eu il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois et ajuster les paramètres dans temps gras pour arriver à intégrer les 4 satellites. Au début, il y en avait toujours un qui s'échappait en cours de route. C'est un peu délicat. Donc voilà, donc il y a cette courbe ici qui finit par être assez fine. Après, ah oui, là il y a eu un binning temporel sur cette mesure-là, ce qui permettait de réduire le bruit, mais au prix d'une perte de résolution temporelle. Voilà, donc ça c'est le facsimilé de l'envoi à l'observatoire. Et ici vous avez le format texte brut. Pourquoi j'avais mis ça déjà? Ça c'est bête comme question. Ça, c'est l'extraction de temps gras ou c'est une extraction que tu as faite après? Oui, ça c'est l'extraction que j'ai faite et c'est la partie, c'est un petit morceau du fichier des données. Excusez, je fais zapper l'image, c'est peut-être désagréable. Voilà, donc l'envoi se fait en 2 parties. Il y a le compte-rendu proprement dit et le flux de données qui se retrouve sous cette forme. C'est-à-dire la datation et le flux pour chaque satellite. Donc, je crois que ça c'est le satellite occulté et les 3 autres avec des valeurs entières de flux. Voilà, alors là j'ai fait une petite récapitulation de mes tentatives. Vous voyez, j'en ai fait 13 je crois, et il n'y en a eu qu'une qui a donné lieu à un envoi parce que toutes les autres étaient ratées pour manque de données, en général pour la météo. Et la dernière, le traitement était impossible parce que c'était trop bas sur l'horizon. Voilà. Très bien, parfait. Merci Jean-Marie. C'est de rien. un exemple J'avais fait une petite excellent récap, et très concret. Ouais, voilà. Alors là, je vous ai mis quelques liens. Le logiciel utilisé, donc j'ai utilisé Tangra, ceux qui ont déjà été cités, l'iMovie, je n'ai pas utilisé de Hofot. Et pour l'occultation, je l'ai faite cette fois-là je crois que c'était avec un Mac en utilisant simplement QuickTime. Mais j'ai pas, dans certains cas, voilà, ça c'est la conclusion finale. Dans certains cas, je vais utiliser sous Windows Movie Maker, qui donne des résultats corrects aussi. Merci Jean-Marie. De rien, bon après-midi.